BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique. Dans moins de 7 heures désormais, le président de la République, Emmanuel Macron, va prononcer un discours qui est extrêmement attendu, discours aux armées, dans lequel il va dessiner l'avenir de l'armée, l'avenir de notre défense nationale face aux nouvelles menaces. Pour décrypter, analyser cela, notre invité, bonjour général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. À mes côtés, toujours pour vous interroger, Amandine Atalaya et Bruno Jeudi. Bonjour. Mon général, c'est un discours qui est annoncé comme un discours avec des mesures extrêmement fortes par l'entourage du chef de l'État. Première chose, déjà, avant d'entrer dans le détail des mesures et de certaines pistes avancées par le ministre de la Défense ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche, pourquoi c'est un discours majeur et aussi important ? Parce qu'on vit aujourd'hui dans un environnement international très instable, où le premier marqueur que signalait d'ailleurs Thierry Burkhardt dans sa conférence de presse, le chef d'état-major, absolument original vendredi, c'est que le premier marqueur, c'est la force, l'emploi de la force. Donc nous sommes avant tout en France des acteurs de la défense et des acteurs de paix. Et malheureusement, nous avons donc une armée pendant 30 ans, après les dividendes de la paix, nous avons désossé en fait nos armées. Et là, il faut être réaliste. Il faut être, si on veut être entendu aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, il faut simplement avoir les moyens de sa politique. Qu'est-ce qu'il faut attendre très concrètement du discours du chef de l'État? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous allez regarder? On parle de l'augmentation du budget de l'armée, mais est-ce que c'est qu'une histoire d'argent finalement? Quand même beaucoup, mais après des choix en fait et des priorités. Qu'est-ce que vous allez regarder? Évidemment, tout ce que va dire le président est important, mais surtout éventuellement les choix budgétaires dans les priorités. Je pense qu'on ne peut pas être partout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'armée française est absolument remarquable. On peut dire qu'elle est au top de la technologie quasiment dans tous les secteurs de l'activité, de l'espace jusque sous les eaux. Mais effectivement, comme vous le disiez très justement, Bruno, on est échantillonnaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de puissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un coup, 2 coups, 3 coups, et au bout d'une semaine, il n'y a plus de munitions. Donc il n'y a même plus d'hommes suffisamment pour soutenir l'effort de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut des munitions, il nous faut des hommes. Qu'est-ce qui nous manque prioritairement quand vous dites que l'armée aujourd'hui est désossée? Des avions, des munitions, vous savez combien on a de tanks? Rafale dans l'armée de l'air française? 109. Et il en faudrait 300. Donc on n'y arrivera pas c'est-à-dire qu'il faut, à une échéance raisonnable. Il faut repartir. Non, mais on ne pourrait même pas les produire. Si, on peut les produire, mais évidemment, ça prend un certain temps. Donc, il faut, bien sûr, certains armements majeurs, notamment comme les avions de combat, mais d'autres matériels aussi, faire un effort. Il nous faut surtout des munitions et il nous faut des personnels. Et des personnels, bien sûr, on n'a pas les moyens, il faut être réaliste, d'avoir une armée de métiers qui dépasse nos 200 000 hommes. Mais effectivement, il faut faire preuve de beaucoup d'astuces et beaucoup d'initiatives en termes de souplesse, avec une sorte de contingent ou une réserve active. Mais là, il faut être pragmatique, il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc vous allez dans le sens de ce que dit aujourd'hui, dans les colonnes de la Tribune dimanche, le ministre des Armées, qui dit qu'il va falloir une réserve professionnelle et spécialisée, mais pas de retour du service militaire. Alors, je pense que dans un avenir peut-être un peu loin, je pense que ce serait une bonne chose d'avoir un service national, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi? C'est intéressant. Non, je pense que... Vous dites qu'il faut le retour du service militaire? Non, j'ai dit un service national, dont une partie C'est quoi la différence militaire. pour ceux qui nous écoutent? Service national et retour d'un service militaire complet, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que c'est surtout une question de moyens, en fait. On n'a pas les moyens, mais je pense que... tout individu, tout jeune Français, si vous voulez, doit donner un peu de son temps pour son pays. Voilà, c'est extrêmement simple. Ou toute personne qui arrive et qui prend la nationalité française devrait pouvoir donner du temps à son pays, au service de son pays. Moi, ça, c'est mon... Et donc, le service national profond. que vous évoquez, ce serait quoi concrètement? Non, mais l'idée. Non, mais l'idée. Non, mais c'est-à-dire quelque chose. D'ailleurs, je note que Michel Barnier, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, dans son programme pour les LR d'ailleurs, puisque François-Xavier Bellamy était là, proposait un service national de 6 mois. Mais on peut en parler longtemps. Je pense que ce serait une chose bien à la fois pour la cohésion de la nation et à la fois évidemment en support des armées. Et la réserve professionnelle, effectivement, dont parle Sébastien Lecornu? Alors, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, on a besoin de plus de support dans un temps immédiat, de support pour les armées. Alors là, il faut trouver une réserve, si vous voulez, qui soit intelligente. Je prends un exemple. Depuis une quinzaine d'années, on a fermé 10 bases aériennes en France. 10 bases aériennes. Et ces bases aériennes, elles avaient une zone opérationnelle, ça faisait 2000-2500 personnes. Tout ça, c'est fermé. Or, on aurait
besoin aujourd'hui, si on avait une menace, de se redéployer dans ces bases. Eh bien, autour de ces bases, il faudrait avoir une sorte de réserve de personnes qui sont localement, qu'on réquisitionne, enfin, qui viennent faire une période de un samedi sur 2, par exemple, pendant une année, ça fait une vingtaine de jours, 25 jours, et puis réactive la zone opérationnelle. Pourquoi ? Parce que les chasseurs qui sont peut-être à Mont-de-Marsan, ils ont besoin de se déployer comme ça en quelques heures. Et ben tout de suite, ces réservistes viendraient activer cette zone, feraient une zone opérationnelle. On réactiverait une chose qui est extraordinaire et qu'on a construit durant la guerre froide, ce sont les hangarettes. C'est-à-dire que nos avions, contrairement aux Russes, sont protégés dans des hangarettes. Celles-là, elles dorment quelque part, je ne sais pas dans quel état elles sont d'ailleurs aujourd'hui, mais vous voyez, ça c'est extrêmement concret, extrêmement pratique. Donc il ne faut pas partir, à mon sens, dans toute activité, mais être extrêmement pragmatique pour chaque unité. Je parle de l'armée de l'air parce que je connais un peu mieux, mais c'est la même chose pour l'armée de terre. L'armée de terre, si vous voulez, elle a des régiments. Il faudrait qu'elle ait une réserve de niveau 1, c'est-à-dire que presque des réservistes en spare, comme un backup pour chaque individu, et puis une réserve de niveau 2, c'est-à-dire qu'on pourrait unité par 2 ou par 3 des effectifs donc, en fonction de l'état de la menace. Organiser une réserve professionnelle, ça veut dire aussi former ces personnes mobilisables quelques jours dans une année. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'argent. Alors vous avez tout à fait raison, Bruno, mais je pense qu'il y a une chose qu'on n'utilise pas assez, ce sont les anciens. Je prends un exemple. L'armée de terre forme des jeunes conscrits maintenant pendant 5 ans. Et après, ils s'en vont. Mais ces jeunes-là, ils ont été formés pendant 5 ans. Et donc, ceux-là, ils devraient, pour la plupart, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un peu une réserve plus ou moins active, mobilisable au moins pendant 5-6 ans. Ils ont été formés. Ils ont juste besoin de temps en temps une journée ou 2 de rafraîchissement. Et ça vous donne, si vous voulez, un capital. Et en fait, on n'utilise peut-être pas assez nos anciens. Donc, en fait, en fonction des moyens, en fonction des unités, il faut, à mon sens, responsabiliser les commandants d'unités pour qu'ils aient, si vous voulez, des réservistes adaptés à leurs besoins. Le président de la République, on le sait, sa fonction, c'est aussi d'être chef des armées. Ce soir, justement, à 19h, à suivre bien sûr en direct sur BFM, il va prononcer ce discours à l'hôtel de Brienne, au ministère des Armées, qui est un discours aux armées. Quel est l'enjeu pour le chef de l'État vis-à-vis des armées? Qu'attendent les militaires, au-delà des mesures? Non, mais les militaires, c'est simple. Ils veulent simplement un cap le plus précis possible. Ils n'ont pas besoin d'effets d'annonce. Ils veulent des choses extrêmement pragmatiques, savoir où est-ce qu'on va et surtout savoir quelles sont les priorités. Il ne faut surtout pas qu'on parte dans tous les sens. Hein. On a des moyens limités, on les connaît bien. Je pense qu'il annoncera qu'il y a un effort particulier qui est demandé pour la défense et on le comprend compte tenu du contexte international. Et maintenant, il faut fixer les priorités et que chacun se responsabilise et donner la confiance, dire que c'est ce qu'on demande à un chef politique et à un chef des armées, la confiance envers ses troupes. Et quand on vous écoute, Général, c'est pas forcément très rassurant sur la façon dont on pourrait se défendre en tant qu'armée aujourd'hui française face aux menaces, notamment la menace russe. On se dit, est-ce qu'on peut vraiment... Vous posez une très très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'on parle qu'en franco-français. Laissez-la finir sa question. Est-ce qu'on peut vraiment... On nous dit aujourd'hui que la Russie, et c'est ce que dit par exemple le chef d'état-major des armées, a désigné la France comme le principal adversaire. Bon, très bien, mais admettons que ça arrive. La France, on s'effondre tout de suite ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez une profondeur stratégique de 2000-2500 km avant la frontière avec la Russie. Ça veut dire quoi ? C'est que si du jour au lendemain, vous n'aurez pas des troupes russes qui vont envahir la France. C'est impensable. Pourquoi ? Parce que elles passeront d'abord par la Pologne, enfin déjà franchir complètement l'Ukraine, deuxièmement la Pologne, troisièmement l'Allemagne. On a le temps de voir venir déjà, hein, donc on n'a pas une menace à nos frontières. Qu'est-ce que ça veut dire, pour répondre à votre question ? C'est que toute cette défense-là doit s'inscrire dans un contexte européen et otanien. Ça veut dire qu'il faut que chacun prenne part, si vous voulez, et qu'on répartisse en fait nos efforts budgétaires, militaires, en fonction des caractéristiques de chaque pays. De chaque pays. Oui, mais ça semble impliquer du long terme, là où la menace, par exemple, russe, pourrait être à court ou moyen terme. Oui, mais alors, parlons-en, vous avez posé encore une très bonne question, je le remercie. Non, mais c'est bien pour ça que ce que dit Thierry Burkhardt, et je partage complètement cette opinion, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est la pointe de notre défense. Ça veut dire que aujourd'hui, l'Ukraine est quelque part le bouclier de l'Europe et le bouclier de l'OTAN. L'Ukraine, c'est notre guerre ? Mais oui, malheureusement, mais c'est comme ça, même si on ne le voudrait pas, c'est notre guerre, ça nous concerne. Et je suis très fier d'ailleurs que notre président et que les Britanniques suivent également, parce qu'ils ont pris conscience. À quoi sert l'OTAN ? À quoi ça sert l'OTAN ?
C'est une organisation de l'Atlantique Nord qui sert qu'à une seule chose, défendre les pays. Or, qui nous menace? Il n'y a qu'une seule menace, il n'y en a pas deux. Il y en a une, c'est la Russie. Et la Russie est en pointe aujourd'hui sur l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, mais qui est aux portes de l'OTAN. Elle est aux portes de l'Europe, elle sera peut-être un jour dans l'Europe. Et bien, on doit défendre l'Ukraine parce que c'est notre intérêt. Quand on vous entend, quand on entend le chef d'état-major vendredi, ces mots extrêmement forts, on a le sentiment que nous sommes en guerre. Vous diriez que nous sommes en guerre? Non, mais enfin, je dirais qu'on est en guerre froide. C'est-à-dire que, comme on l'a vécu pendant 35 ans, c'est-à-dire qu'il y a un bloc qui s'appelle aujourd'hui la Russie, la Fédération des États de Russie, et puis qui menace directement ses voisins. Et ses voisins, il y a bien sûr l'Ukraine, tout le monde connaît, mais à côté, il y a l'Estonie, il y a la Finlande. Avec une différence peut-être par rapport à la guerre froide que nous avons connue dans les années 50-60, c'est que les États-Unis ont un rôle un peu ambigu dans cette guerre froide, celle que vous décrivez aujourd'hui. Exactement. S'il n'avait pas ce rôle ambigu, il y aurait peut-être moins d'urgence, en tout cas, moins de décisions importantes à prendre. On nous demande maintenant d'être capable de faire sans les Américains. On peut le comprendre aussi. Il faut que l'Europe, c'est extrêmement simple, la France et l'Europe prennent leur autonomie stratégique sur tous les plans. Vous parlez de l'OTAN, mais on est bien certain que les États-Unis de Donald Trump, si, par exemple, la Russie envahissait la Pologne ou un pays voisin, interviendraient? Est-ce que les États-Unis, au titre notamment de l'article 5, feraient ce qu'ils s'engageaient à faire par le passé? Il faut que l'OTAN puisse fonctionner, si nécessaire, sans les États-Unis. Et c'est possible. D'où l'importance du pilier européen au sein de l'OTAN. L'OTAN reste la première alliance militaire au monde. C'est une chose extraordinaire. Elle doit vivre avec ou sans, même son contributeur. Et on s'en sort sans les États-Unis, franchement, aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Bien sûr qu'on a moins de puissance, moins d'efforts, mais c'est bien pour ça qu'il faut une prise de conscience des uns et des autres, qu'on doit assumer notre propre défense. Donc vous approuvez ce qui s'est passé cette semaine, la brique qui a peut-être été posée pour aller vers ça, c'est-à-dire cet accord entre la France et l'Angleterre pour une force dite de supervision, si je reprends, les mots. Oui, alors cette force-là, aujourd'hui, c'est pas une force la force de la coalition des volontaires. Je pense que c'est ça que vous évoquez, Bruno. Qui passerait à 50 000 hommes. Oui, pour l'instant, on n'est envisagé que dans le cadre d'un processus de paix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait un cessez-le-feu, ou au moins un cessez-le-feu, qui va surveiller ce cessez-le-feu? Et là, l'Europe, notamment la France, la Grande-Bretagne et les volontaires proposent une force sous présidence éventuellement française, britannique ou d'autres, avec des états-majors qui vont passer de l'un à l'autre en fonction des contributions et mettre en œuvre cette force de surveillance d'un cessez-le-feu. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors que ce soit en Ukraine ou juste à côté, franchement, je pense que les Russes n'accepteront jamais qu'on déploie cette force-là dans l'Ukraine, mais vous mettez juste à la frontière, vous pouvez faire presque le même travail. Est-ce que dans le cadre de cette réorganisation j'allais dire des armées européennes, et chaque pays a sa propre doctrine, est-ce que vous approuvez totalement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui risque de se passer dans les années qui viennent, une montée en puissance d'une armée allemande comme on n'en a pas connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Je dis ça parce que, par exemple, il y a un parti, LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui lui pose des questions là-dessus, dit mais est-ce que finalement on s'interroge pas sur est-ce que l'Allemagne peut se réarmer comme elle entend le faire maintenant? Moi je pense qu'on est passé à autre chose, après presque 3 guerres mondiales, enfin en tout cas 3 guerres avec les États-Unis, la guerre de 70, avec les Allemands, 70, 14-18 et 39-45, c'est fini. Et on a fait des 3. Maintenant, on passe à autre chose. Non, mais après 80 ans de paix, c'est le plus grand succès de l'Europe. Je me souviens, Michel Barnier, quand j'ai débarqué au Quai d'Orsay, me dit, tu sais, le plus grand succès de l'Europe, c'est quoi? C'est la paix. Parce que je souligne ce que dit Bruno, c'est une révolution. Le fait que l'armée allemande et que l'Allemagne décide de réinvestir massivement dans son armée. Et peut-être devenir la première armée européenne à moyen terme. Il s'agit de la bascule qu'on est en train de vivre au niveau mondial. Je dis tant mieux parce qu'on a besoin de l'Allemagne, on a besoin de la Grande-Bretagne, on a besoin de la Pologne, on a besoin des pays européens alignés pour défendre leur formidable espace de liberté, d'égalité et de fraternité. Quand on voit le monde dans lequel on est, Vladimir Poutine, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, est-ce que vous diriez, comme certains auteurs, notamment Giuliano D'Empoli, qu'on est entré aujourd'hui dans un monde de prédateurs?
On peut le dire. Enfin, je ne sais pas si tout le monde n'a pas le même sentiment de la prédation, mais c'est effectivement, je dirais pas forcément des prédateurs, parce que quand vous parlez d'Israël, le premier droit d'un peuple, celui du peuple israélien, c'est celui de se défendre. Et donc, il est essentiellement dans la défense, même si sur Gaza, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Poutine, Trump, c'est un monde de prédateurs ? Je ne sais pas si Trump, vous savez, c'est pas un guerrier. Il n'aime pas la guerre. Franchement, je le pense sincère sur le sujet. Il n'aime pas la guerre. C'est pas bon pour le business. Tous ceux qui aiment le business n'aiment pas la guerre. Les Chinois, d'ailleurs, entre parenthèses, sont très sensibles à ce sujet. Ça ne l'empêche pas d'aller frapper l'Iran. Alors, ça n'empêche pas de frapper l'Iran. Pourquoi ? Parce que c'était une menace existentielle pour non seulement Israël, mais pour l'équilibre du monde. On ne peut pas supporter que le régime des mollahs iraniens dispose de la bombe nucléaire. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, pour poursuivre sur cette idée du monde des prédateurs, que les générations futures ne toucheront pas les dividendes de la paix ? C'est la grande phrase d'Emmanuel Macron. Écoutez, nous tous ici autour de cette table, on a touché les dividendes de la paix. On a vécu moi le premier, je suis ravi qu'on ait vécu cette période-là, même si on a participé à tous les conflits qui ont eu lieu ces dernières années, et Dieu sait s'il y en a. Mais non, demain, je pense qu'on vit une période de l'humanité assez troublée. Toutes les zones de conflit éclatent d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas à une guerre mondiale, troisième guerre mondiale, j'y crois pas. Par contre, il faut être vigilant, il faut montrer ses forces, parce que si on n'a pas un minimum de force, on va rentrer dans votre jardin. Quand justement Sébastien Lecornu dit attention, on doit tout faire pour ne pas devenir une puissance régionale et rester une puissance mondiale. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça veut dire quoi ? Une puissance mondiale par rapport à une puissance régionale, ce serait qu'on deviendrait un nain diplomatique, militaire ? Est-ce qu'on ne l'est pas déjà ? Je rappelle que le secteur diplomatique français, c'est le deuxième vecteur diplomatique au monde. Donc on a des organisations partout qui font un travail formidable. Alors au niveau de l'armée, je pense que ce n'est pas nous d'aller faire la police, ça n'engage que moi, de faire la police à Taïwan. Franchement, c'est dans le détroit de Taïwan. On peut soutenir l'idée, mais bien sûr, mais c'est pas nous d'aller faire la police là-bas. On peut pas être partout. Donc il faut faire des choix. Pourtant, le président de la République a de grandes ambitions sur ce qu'on appelle la zone indo-chinoise. Pour moi, il y a trois priorités. Nous avons trois priorités, trois menaces d'ailleurs qui ont été rappelées par Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Un, le terrorisme. On connaît bien le sujet, on ne va pas rentrer dans le détail, malheureusement. Deux, la Russie, aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul pays qui nous menace directement, c'est la Russie. Et trois, la cohésion nationale. C'est extrêmement important dans une démocratie comme la nôtre, où tout le monde s'exprime, qu'on garde un minimum de cohésion nationale vis-à-vis des dangers extérieurs. Et ça, on a tous une responsabilité, les citoyens, mais également les politiques, de garder un minimum de cohésion nationale. Alors tout ce qu'on voit, ça veut dire que l'enjeu est encore plus fort, effectivement, pour le discours du président de la République ce soir à 19h sur BFM TV. En un mot, comment vous résumeriez l'enjeu pour le président de la République ce soir ? Ça fait longtemps qu'un discours le 13 juillet à l'hôtel de Brienne, qui est un discours traditionnel, qu'il le fait, qui est fabuleux, mais n'avait pas eu autant d'importance. Comment vous qualifiez ce moment-là et ce rendez-vous que le chef de l'État a avec les armées ce soir ? Je pense qu'il est parfaitement dans son rôle. C'est le chef des armées. Aujourd'hui, on a une période c'est un moment historique. En fonction de ce qu'il dira, c'est un moment historique. Mais vous savez, aujourd'hui, l'histoire a beaucoup de bouleversements chaque jour, chaque semaine. Donc, souvenons-nous de ce qui est passé en Iran. On ne s'y attendait pas. 45 ans après l'arrivée de Khomeini, les Américains ont bombardé l'Iran. On ne s'attendait pas à ça.